Bienvenue sur Ici Éco. Des propos rassurants ont été tenus par le ministre des Finances Yassine Jaber après la réunion élargie qui s'est tenue au ministère des Finances avec la mission du Fonds monétaire international. Il a affirmé que la non-annulation des dépôts ou la ponction d'une partie de ceux-ci était une décision souveraine et nationale, soulignant que le concept de suppression des dépôts était une idée erronée. L'objectif aujourd'hui est d'étudier les moyens de restituer ces dépôts et non de les annuler. C'est le principe fondamental conformément au discours d'investiture du président de la République, le général Joseph Aoun, et aux déclarations répétées du président du Parlement Nabih Berri qui a souligné à plusieurs reprises le caractère sacré des dépôts qui ne peuvent être touchés selon Jaber. L'approche adoptée par le ministre des Finances dans ses discussions avec le FMI est radicalement différente de celle de ses prédécesseurs dans le gouvernement précédent. Ceux qui avaient négocié au nom du Liban et du peuple libanais avaient tenté de convaincre le FMI de la nécessité d'effacer les dépôts. Cela s'est reflété dans le plan du gouvernement précédent qui a subi un revers majeur lorsque le Conseil d'État a suspendu un projet visant à annuler les engagements de la Banque du Liban envers les banques, d'un montant de 70 milliards de dollars, correspondant en réalité aux dépôts des épargnants. Par la suite, le plan de Miate est tombé à l'eau, entraînant avec lui l'accord préliminaire signé entre le gouvernement et le FMI. Yassine Jaber l'a déclaré sans détour lorsque cette question a été soulevée en 2020, d'abord sous le gouvernement de Hassan Diab, puis sous celui de Najib Mikati. J'ai été l'un des premiers à m'y opposer, affirmant dès lors que cela mènerait à l'échec du plan. Je reçois durant cet épisode le professeur d'économie à l'université libanaise, le professeur Jassem Ajaa, pour évaluer les réunions de la mission du Fonds monétaire international au Liban et la démarche adoptée par les autorités libanaises lors de ces rencontres. Nous aborderons également les principaux dossiers économiques et financiers de cette période. Professeur Ajaa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, merci. Pour commencer, le ministre des Finances, Yassine Jaber, affirme qu'une approche différente est adoptée dans les négociations avec le FMI et qu'il n'est pas question de revenir aux méthodes utilisées par les gouvernements précédents, notamment en ce qui concerne l'effacement des dépôts. Quelle est l'importance pour le Liban de négocier dans l'intérêt des Libanais et non du Fonds monétaire international, contrairement à ce que faisaient les précédentes équipes de négociation? Alors, il y a plusieurs points en fait qu'il faudrait mettre en lumière, hein. Alors, la chose la plus intéressante, c'est quand le gouverneur par intérim, Wassim Mansour, avait déclaré à un moment donné que l'objectif donc, du Fonds monétaire international était de préserver les dépôts des déposants. Alors, j'ai été surpris parce que ce qu'on entendait en fait des gouvernements précédents, c'était que c'était la demande du Fonds monétaire international de l'annulation ou à la limite d'enlever une partie de ces dépôts. Alors là, il y a une contradiction qu'il faudrait que au moins les responsables mettent au clair, quoi. Juste une chose, si il s'avère pour une raison ou une autre que c'était du mensonge avant, à mon sens, il faudrait aller peut-être à la justice pour questionner les gens, pour savoir pourquoi ils ont menti là-dessus. Si c'est ce qu'a déclaré le gouverneur par intérim n'est pas vrai, il faudrait savoir pourquoi il a déclaré cela. Parce que, si vous voulez, l'argument principal qu'utilisait le gouvernement de Hassan Diab ou le gouvernement de Najib Mikati, c'était principalement que c'était la demande du FMI. Or, hier, la déclaration du gouverneur par intérim... et même la déclaration du ministre des Finances, Yassine Jaber. C'est un tout petit peu quand même, c'est assez étonnant en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de jouer avec les Libanais, avec leurs sentiments. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais est-ce que vous pensez que c'est le Fonds monétaire international qui a changé cette approche-là? Non, je ne pense pas. Je pense que, vous savez, quand je dis quelque chose, peu importe c'est quoi, dans la vie, toujours l'interprétation en fait dépend de la personne qui reçoit l'information et non pas nécessairement de la personne de qui vient cette information. L'interprétation, ça pourrait être en fait à cette époque
la tendance était chez ces gens de comprendre cela. Non, je ne pense pas que le Fonds monétaire international a changé d'approche à ce Très bien. à ce Mais vous stade. dites quoi à propos de la nouvelle approche appliquée par le ministre des Finances ou bien de cette commission de négociation avec le FMI? Alors, rien n'est gagné en fait jusqu'à maintenant. Rien n'est gagné, hein. C'est une déclaration. Je ne sais pas en quoi elle engage le ministre, mais de toute façon, c'est une bonne déclaration, je dirais, quelque part. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Juste, il faudrait savoir quand même, le préambule donc, de la Constitution, c'est assez clair. On ne peut pas toucher aux dépôts. Ce n'est pas possible de toucher aux dépôts. La question, c'est que comment on va, je dirais, restructurer le secteur bancaire de façon à ne pas vraiment toucher aux dépôts. Ça, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et je crois qu'on est toujours dans cette mentalité, on va donner l'argent aux gens. Alors, on pense que je vais prendre avec moi un sac et puis je vais mettre l'argent là-dedans et le prendre chez moi à la maison. C'est un tout petit peu quand même, c'est assez ridicule de montrer cette image aux gens. Parce que la réalité, c'est que l'endroit normal, je dirais, pour que l'argent soit déposé, c'est les banques. On n'a pas confiance aujourd'hui, il faudrait restructurer, il faut faire une restructuration du corps judiciaire pour qu'on puisse au moins avoir cette confiance. Mais au moins, jusqu'à maintenant, j'aimerais bien entendre du gouvernement de Nawaf Salam dire aux Libanais, aux déposants libanais, ne craignez rien, vos dépôts sont protégés, garantis. On ne peut pas vous les donner maintenant, mais ces dépôts sont protégés. Claire. Ceux qui négociaient au nom du Liban et du peuple libanais à l'époque ont tenté de convaincre le FMI de la nécessité d'effacer les dépôts. Cela s'est manifesté dans le plan du précédent gouvernement qui a reçu un coup fatal du Conseil d'État lorsqu'il a bloqué un projet visant à annuler les engagements de la Banque du Liban envers les banques pour une valeur de 70 milliards de dollars, soit essentiellement les dépôts des déposants. Le ministre Yassine Jaber a insisté sur le fait qu'il a été l'un des premiers à s'opposer en 2020 au plan du gouvernement de Hassan Diab, ce qui ramène sur le devant de la scène le plan Lazare. Quel a été le coût des décisions prises par les gouvernements précédents? Et on se souvient très bien de la déclaration de faillite du Liban, Alors, mars 2020. Alors, je pense que la décision de défaut prise par le gouvernement de Hassan Diab, c'était, je dirais quelque part, la décision qui a coûté le plus cher et qui va coûter le plus cher au Liban. Pourquoi? Parce que c'était une vraie catastrophe. Elle a été suivie par une autre décision aussi catastrophique que la première. C'était de subventionner tout ce qu'il y a comme produit à cette époque. Ils ont jugé. Dont les Libanais n'ont pas profité, certainement. Exactement. Donc, c'était un panier de 300 biens. J'en sais rien. Enfin, je ne sais pas qui a qui dépassé les 15 milliards de dollars. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Hein. On ne sait pas parce que, vous savez, il y a une chose qui est quand même assez intéressante dans l'histoire, c'est que personne n'a donné jusqu'à maintenant un tableau assez clair pour dire comment l'argent a été dépensé. On entend toujours qu'il y a eu des combines, il y a eu une partie qui en a profité, et ça c'est sûr, il y a eu une partie juste, il y a eu une concentration, si vous voulez, donc, de cette richesse au niveau de la nation. Mais personnellement, je pense qu'on a besoin d'un audit là-dessus. Et là, peut-être il va y avoir, je dirais quelque part, des surprises, des grosses surprises. L'enjeu aujourd'hui est d'étudier un mécanisme permettant de restituer les dépôts et non de les effacer. C'est le point central, conformément au discours d'investiture du président de la République, Joseph Aoun. Par où commencer? Alors je le pense honnêtement, donc moi j'avais déjà dit sur ce plateau aussi, merci à vous, j'avais dit ça avant. L'idée de rembourser l'argent en cash, ça il faut enlever cette idée de la tête des gens, que ce soit des responsables ou à la limite de dire aux déposants non. Mais il faut me donner l'accès libre à mon compte. Il faut que je puisse payer par carte, par chèque bancaire, et il faudrait que les commerçants et n'importe quelle transaction, il faudrait qu'elle soit acceptée
donc que ce soit par carte ou par n'importe quel Mais moyen. dites-moi comment. Je vais vous le dire. Alors ça, c'est la première chose. Donc, on va restructurer le corps judiciaire, parce que ça, c'est la confiance. Ensuite, on va passer à réconforter les déposants en leur disant « ne craignez rien, vos dépôts sont là, mais on ne peut pas vous les donner maintenant ». Troisième chose, il faut aller combattre l'économie de cash. Il y a, d'après la Banque mondiale, plus que 10 milliards de dollars au moins. Ils ont dit que c'est à peu près 50% du PIB. 50% du PIB, donc c'est 10 milliards, c'est du cash. Il faudrait mettre un capital contrôle. Quand on fait ce capital contrôle, il faut écrire là-dedans qu'il y a en fait un plafond pour les transactions en cash. On ne peut pas payer en fait un appartement à 10 millions de dollars avec juste un sac qui contient donc des dollars. Ça ne doit pas être accepté. Et en faisant ainsi, en combattant, je dirais, cette économie de cash, on pourrait en fait se retirer rapidement de la liste grise. Alors cet argent, il va migrer vers le secteur bancaire, renforcé, si vous voulez, donc par la confiance, que ce soit la restructuration du corps judiciaire et en même temps donc la garantie du gouvernement par rapport au dépôt. Il y a une partie qu'on ne peut pas, en fait, cet argent cash, qu'on ne peut pas justifier ses sources pour une raison X ou Y. Là, on n'est pas le premier au monde. Je pense qu'il y a eu une expérience au niveau de l'Italie avec la mafia. À cette époque, ils avaient dit « venez ramener votre argent, on va en prendre, je ne sais pas, 20, 30, 40%. Enfin, ça, c'est une question de négociation. Et puis, on va légaliser cet argent, mais c'est fini. » Alors, bien entendu, ça n'enlève pas le côté pénal, parce que si cet argent vient d'un crime, il faudrait questionner ces gens, il faudrait, je dirais, que la justice se mêle là-dedans. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, les choses commencent à revenir petit à petit. Mais il faut me donner l'accès complet à mon compte. Juste dire que... Et ensuite, je termine avec ça, il faudrait que quand je retire, que le dollar que je retire, s'ils vont me donner en livre libanais, que ce ne soit pas 15 000, que ce soit un seul taux de change. C'est ça, l'unification du taux de change. Et ça, c'est obligatoire. Je dirais, quand on fait ce capital control, donc il n'y a plus de raison. Si je peux payer au supermarché ou n'importe quel endroit avec ma carte bancaire, avec le chéquier, pourquoi dois-je prendre du cash? Pourquoi? Tout le monde s'accorde à dire qu'il est impossible de restituer immédiatement tous les dépôts. Aucun système bancaire au monde ne peut restituer tous les dépôts à tous les clients en même temps. Mais vous avez bien présenté une certaine solution, madame, une approche pour le remboursement des dépôts. Mais la restructuration des banques aujourd'hui nécessite aussi une répartition des responsabilités. On ne peut pas le faire tout de suite. On ne peut pas le faire tout de suite pour différentes raisons. Un, qui va dire qui porte la responsabilité? C'est la justice. Et la justice, aujourd'hui, on ne peut pas la faire dans les médias parce qu'on le sait, d'une façon ou d'une autre, la justice est sous l'influence de la politique. Et donc, on ne peut pas le faire. Il faudrait attendre la restructuration du corps judiciaire. Deuxièmement, même si on fait, en fait, si on redistribue les responsabilités, si on va fixer les pertes maintenant, on fixe ces pertes, automatiquement, sans aucun doute, les déposants vont avoir leur part de ces pertes. Et donc, c'est pour cette raison, non, je dirais quelque part, les responsabilités, la détermination de responsabilité, il faudrait que ce soit le travail de la justice, d'une justice indépendante. Il faudrait attendre la distribution, donc il ne faut pas, je dirais, il faudrait attendre jusqu'à ce qu'on réforme le corps judiciaire. Ensuite, pendant ce temps, il faudrait travailler à remettre le secteur bancaire à pied. Le gouvernement ne peut pas nier ses responsabilités en ce qui concerne les dépenses des dépôts. La Banque centrale ne peut pas nier sa responsabilité en termes donc de facilité qu'elle avait donnée au gouvernement avec X au gouvernement, parce que
Quand même, la somme est astronomique à ce stade. Mais aussi, il y a eu beaucoup de choses en ce qui concerne les déposants eux-mêmes, le trafic des chèques, tout ce qu'il y a eu comme remboursement de crédit À un taux de 1500 livres. à 1500 livres libanaises le dollar, mais sans qu'il y ait, je dirais, sans que celui-là ait droit à cela. Il y a plusieurs éléments et c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas régler ça du jour au lendemain en disant voilà, il n'y a pas de plus simple que de jeter des chiffres en disant voilà, 30% les banques, 30% la banque centrale, 30% le gouvernement. Donc ce sera le tiers pour chacun et c'est fini. Non, ça c'est vraiment superficiel. Les vraies responsabilités, à mon sens, devraient commencer par une question qu'il faudrait répondre, à laquelle il faudrait répondre, ou plutôt la procédure de prise de décision d'emprunter en termes de gouvernement, ou plutôt de prêter au gouvernement de la part, que ce soit de la Banque centrale ou des banques, qui prenait cette décision. Il y a eu un événement, en fait, un incident, donc il y a eu à un moment donné, c'était avec François Basile, qui avait refusé à un moment donné. Il a eu l'ancien président de l'association des banques. Des complications au niveau judiciaire. Il avait dit non, mais ensuite il a redonné, il ne peut pas dire non. Et donc, si vous voulez décortiquer cette procédure, à mon sens, ça va donner une idée assez claire de ce que c'est la responsabilité. Vous avez insisté sur la restructuration judiciaire. Donc, restructuration judiciaire, restructuration du secteur bancaire, combattre l'économie du cash. Tout cela, eh bien, toutes ces étapes-là viennent en faveur de quitter et dire la liste grise. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir quitter cette liste? C'est assez simple. Le rapport, en fait, du FATF en 2000, ils ont insisté trop sur le côté judiciaire. Oui. Le rapport du FATF en décembre 2023 était assez clair. Il disait clairement que en fait, les doutes sur le cash, ça venait principalement du secteur non financier. Et donc, ça venait principalement du commerce. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait empêcher tout de suite le cash. Il n'y a pas, en fait, 100 moyens pour le faire. Il faudrait empêcher le cash. Mais si tu m'empêches d'utiliser le cash, il faudrait en contrepartie que tu me donnes, en tant que gouvernement, il faudrait que tu me donnes la possibilité de payer avec les moyens de paiement des banques. Donc, et ça, il faudrait restructurer le secteur bancaire. Et donc, le passage, comme je vous ai dit, en termes de priorité, avant tout, la seule chose qui pourrait donner confiance, c'est la restructuration de la justice. Ensuite, immédiatement, tout de suite qui vient après, il faudrait restructurer les banques, en même temps, en parallèle, mettre le capital contrôle. Ensuite, quand on fait cela, on commence à combattre sur le terrain l'économie du cash. Maintenant, les frontières sont un tout petit peu quand même, c'est moins, je dirais, quelque part, moins libre qu'avant. On ne peut pas, en fait, bouger librement comme c'était le cas avant. Ça concerne la contrebande, vous voulez dire. Exactement. Et donc, là, le trafic illégal. Là, c'est beaucoup plus, je dirais, simple aujourd'hui avec ce momentum qui se trouve aujourd'hui. J'espère qu'ils ne vont pas tarder trop parce que sinon, on va perdre ce momentum. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'économie du cash, c'est la catastrophe. Les Libanais étaient contents à un moment donné de voir que, après que les banques aient bloqué ou n'ont pas pu donner l'argent qui leur doit, ils étaient contents quelque part de voir qu'ils avaient de la monnaie verte entre leurs mains. Mais ils ne savaient pas que c'était catastrophique. Et si on continue comme ça va être encore plus catastrophique. Je ne pense pas qu'on va nous laisser le faire, parce que sinon, vous savez, l'outil sanction que Donald Trump utilise, il l'utilise contre ses alliés. Hein. Donc, parmi les réformes et les mesures essentielles figure la nomination des responsables des organismes de régulation. Pourquoi est-ce ceci important? C'est extrêmement important. Donc, les organismes de régulation,
ça constitue, si vous voulez, une sorte de tampon entre la politique et l'économie. Aujourd'hui, n'importe quel ministre, il a la main mise sur son ministère et par conséquent sur tout le secteur qu'il gère. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible, parce que quand un ministre vient, il change complètement de stratégie parce qu'il appartient à un courant politique quelconque. L'autre ministre qui vient après, il appartient à un autre courant qui est opposé, donc il va changer complètement de stratégie. Et l'économie ne peut pas fonctionner comme ça. L'économie fonctionne par planification. Et donc, qui va mettre les règles du jeu ? Les règles du jeu, pour mettre en place les règles du jeu et les revoir de façon régulière, c'est ces organismes. Alors, le plus difficile là-dedans, mais ça, il y a aussi des mécanismes, c'est comment choisir les personnalités. Là, il y a plusieurs procédures en réalité, parmi lesquelles une des procédures, c'est de faire participer en fait l'UNDP à ce type de choix. Maintenant, le gouvernement nous a promis qu'il y aurait un nouveau mécanisme pour la nomination. J'ai pas dit qu'il y a une seule procédure ou un seul mécanisme, mais au moins, il faudrait faire participer quelqu'un de neutre. Parce que vous savez, on a toujours de la méfiance vis-à-vis du gouvernement, même si les personnalités qui s'y trouvent, en majorité, c'est des nouvelles personnalités donc sur la scène politique. Mais quand même, on a un tout petit peu de la méfiance. Et pour soulager l'opinion publique et au moins les observateurs, il faudrait d'une façon ou d'une autre faire participer une partie, ou je dirais quelque part un organisme qui soit indépendant. Alors un organisme indépendant, je dirais, les ONG, il y a quand même des points d'interrogation un tout petit peu sur... mais je dirais l'UNDP, c'est quelque chose qu'on pourrait en fait, à qui on peut faire confiance au moins. Je pense qu'il faudrait demander leur avis à ce stade, en plus que le mécanisme que va proposer le gouvernement. Le FMI a salué les mesures récentes prises par la Banque du Liban pour stabiliser l'économie. L'inflation a baissé et le taux de change s'est stabilisé après l'élimination du déficit budgétaire depuis la mi-2023, grâce à l'arrêt du financement du déficit par la Banque centrale et la fin des politiques de subvention. Donc, vous dites quoi à propos de ce qu'a dit le Fonds monétaire international à propos des mesures qui ont été prises par la Banque centrale ? Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Bien sûr, la Banque centrale a réussi par l'absorption donc, de la masse monétaire en livres libanaises sur le marché. Ça, c'est quelque chose d'évident. Et ça a commencé en mars 2023. Et c'est grâce à cela qu'on a vu en réalité une sorte de stabilisation de la livre libanaise vis-à-vis du dollar américain. Mais ce taux de change ne reflète pas en fait l'activité économique. Oui, la réalité. Et donc le vrai test, ça va être, c'est quand on va revenir en fait à la larification de l'économie. Est-ce que là on aura une stabilité? À mon sens, non, on n'aura pas de stabilité. La raison, c'est que vous avez des facteurs politiques. Jusqu'à maintenant, si je sors avec une déclaration, si je suis un politicien et je sors avec une déclaration contre les États-Unis, je vais voir en fait ma livre libanaise chuter vraiment très bas. Ensuite, économiquement, je n'ai rien fait de réforme. Même devant une économie aussi dollarisée? La question d'où est-ce que viennent les dollars qui se trouvent dans l'économie? C'est ça la question. Mais nous, on n'est pas un pays productif. Vous avez, on va les compter ensemble, vous avez le tourisme, aujourd'hui presque à l'arrêt. Vous avez les exports. L'export, les exportateurs laissent leur argent donc, dans les banques à l'étranger. Vous avez quoi? Tout ce qui est en fait les transferts des expatriés libanais. Ça arrive, on est à l'ordre d'à peu près de 7 milliards de dollars. On a un tout petit peu un certain nombre de sociétés. Vous voulez me dire quoi? Ce que j'essaie de dire, on n'a pas vraiment la capacité... De créer la monnaie.
de créer le dollar. Oui, mais pire que ça, les revenus en dollars ne couvrent pas les imports. Donc, ce qu'on fait tout au long de ces années, l'import On était toujours devant un déficit. avoisine. Oui, mais à un moment donné, il n'y a plus de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y aura plus de dollars. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va revenir obligatoirement à la livre libanaise. Et quand on revient à la livre libanaise, ça veut dire qu'on aura un problème à ce stade. On parle souvent de durabilité financière et de contrôle de la dette. Oui, il y a une formule assez très connue. En réalité, c'est ce qu'on utilise. On va actualiser, si vous voulez, donc les flux. Ça, c'est un tout petit peu, vous connaissez, vous êtes économiste de formation, vous savez très bien. On va actualiser les flux qu'on va payer donc à l'avenir. Et on va essayer de voir aujourd'hui si on a la capacité de pouvoir supporter cela. Alors, on utilise cela d'une façon ou d'une autre. Mais si vous voulez, en économie, mais c'est assez clair. Est-ce qu'on a les instruments Non, pour pouvoir on n'a pas d'instrument. Stabiliser ou bien contrôler cette dette? Je vais vous le dire. L'équation d'équilibre, elle est connue. Vous avez les impôts plus les émissions obligataires. Ça doit égaliser au moins, je dirais, les paiements de la dette, ou ce qu'on appelle le service de la dette, plus les dépenses publiques. Alors, si en fait on a un déficit au niveau du budget, automatiquement on va emprunter, on va faire une émission obligataire, que ce soit en livre libanaise ou en euros bonds. Donc les dollars. Donc ça va gonfler de l'autre côté quoi? Le service de la dette. Pour couvrir quoi? Des dépenses. Par exemple, là maintenant, ils sont en train de promettre aux employés du secteur public, une augmentation, un ajustement des salaires. Comment on va faire cela? Je ne sais pas. En tous les cas, ça va entraîner des choses. Comment ils vont financer cela? Espérons ne pas être devant une nouvelle grille de salaire. En même temps, écoutez bien, le Premier ministre Nawaf Salam, il a promis à l'opinion publique de revoir les recettes au niveau du budget. Je ne sais pas s'il va pouvoir baisser les impôts, parce que s'il baisse les impôts, qu'est-ce qu'il va faire? Mais cet équilibre n'existe plus. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un gros problème qu'il y ait un déficit dans un budget à une année ou 2 années ou 3 années de plus. Ça, on peut le demander au FMI de le financer pendant ces 3 ans. Mais il faudrait qu'il y ait au moins pendant cette période des réformes nécessaires pour pouvoir, après cette période, pouvoir rembourser le FMI, mais en même temps revenir à l'équilibre. Aujourd'hui... Donc, vous voulez dire qu'ici, même si on a un déficit, même si on a une accumulation de la dette, mais si on a un taux de croissance qui dépasse cette croissance de déficit et de dette, donc on est bien. Exactement. Alors, pour revenir à la croissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait ouvrir les portes vraiment aux portes ouvertes aux pays du Golfe et plus spécifiquement, je pense, à l'Arabie Saoudite, qu'il faudrait prendre comme partenaire et non pas seulement comme un financier qui va me financer mes dépenses, etc. Non, il faudrait penser plus à un partenariat. Je vais vous donner juste un exemple pour ne pas rester dans la poésie de ce que s'appelle le mot partenaire. Bien sûr, vous avez un côté politique, ça c'est pas ma spécialité, je vais m'en passer, mais il y a un côté économique. Je vais vous donner un exemple. Au niveau, vous savez très bien qu'il y a le rating, donc des agences de crédit, ils vont nous donner une note. Et cette note, elle va prendre en compte obligatoirement, automatiquement, les accords que je vais signer avec l'Arabie Saoudite. Et donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma note, ça va s'améliorer. Si ma note s'améliore, les intérêts que je vais payer sur ma dette, ça va être moindre. Et mieux que ça, je vais pouvoir avoir accès à nouveau c'est ça, au marché financier que la décision du gouvernement de Hassan Diab m'en avait privé. Okay? Et ça, je pense vraiment honnêtement, il faudrait que cette culture se propage. L'Arabie Saoudite devrait être un partenaire et non pas un financier. Parce que vous savez, le business model que l'Arabie Saoudite a suivi, c'est basé aussi sur le partenariat avec le secteur privé. Une bonne partie des projets qu'ils sont en train de mener, c'est en partenariat avec le secteur privé. Et donc, vous savez, si on va avec eux,
ces partenaires privés, ils vont s'intéresser à nous. Et donc, ils vont pouvoir penser, et ils vont pouvoir venir chez nous et aussi dépenser de l'argent. Donc, je pense honnêtement, il y a une responsabilité majeure sur son Excellence, le président de la République, mais aussi sur les épaules du Premier ministre. Il me reste 20 secondes. Pensez-vous que ce gouvernement est en mesure de prendre les mesures de réforme suffisantes pour relancer le pays? 20 secondes. Je ne le pense pas. Honnêtement, je parie sur 2 mesures seulement. Et s'il réussit ces 2 mesures, je pense que c'est un succès très, très fort. Premièrement, en fait, l'application de l'accord de cessez-le-feu signé avec Israël. Et deuxièmement, l'indépendance de la justice. Si on arrive à faire ces 2-là, je pense que ce gouvernement a déjà fait plus que n'importe quel autre gouvernement avait fait, même si on cumule tous les travaux Mais je crains, si vous voulez, les intentions cachées des partis politiques envers le président et envers ce gouvernement. Professeur Aja, merci. C'est un plaisir, merci à vous. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.